Il y a un an, pratiquement jour pour jour, la Russie lançait son offensive sur l'Ukraine. Ce qui n'était qu'une menace analysée par les géopoliticiens depuis quelques mois a pris en quelques jours le visage concret de la guerre. La peur, la mort et l'exil. Plus de 7 millions de civils ont ainsi cherché refuge chez leurs voisins européens qui ont témoigné d'une véritable solidarité. Petite lueur d'humanité dans l'obscurité de la mécanique guerrière. Puis, au bout de quelques mois, l'attention s'est reportée sur l'aspect militaire du conflit. Bombardements, livraison d'armes, reconquête ou perte de villes stratégiques. Un an plus tard, c'est l'occasion de revenir sur ceux qui ont frappé à notre porte avec cette question abyssale qui les a saisis à la gorge et au cœur. Repartir au plus vite dans leur pays ou se construire une nouvelle vie, ici. Quel que soit leur choix, la solidarité qui s'était manifestée à leur égard est toujours nécessaire mais doit s'ajuster, se réinventer. Bref, ça questionne, après un an de guerre, comment soutenir les Ukrainiens ? Et voilà la question que nous allons poser à notre invité ce matin, un ami du Jour du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Monseigneur Pascal Gollnisch. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir comme d'habitude, même si c'est pour parler de situations difficiles, de situations graves. Vous êtes directeur de l'œuvre d'Orient. Vous nous rappelez en quelques mots à quoi sert l'œuvre d'Orient ? L'œuvre d'Orient, créée au milieu du XIXe siècle pour soutenir les chrétiens orientaux dans l'exercice de leur mission. Donc la mission qu'ils remplissent au nom de l'Évangile pour servir l'ensemble de la population, comme le Christ le voudrait. L'éducation, la santé, les centres sociaux, la culture, la citoyenneté, tout cela, c'est le travail des chrétiens d'Orient. Et nous sommes les compagnons de route à leur côté. Et ils ont besoin d'aide avec un Orient bousculé, avec des drames en ce moment. On va parler évidemment de l'Ukraine, mais j'aimerais vous faire réagir à une actualité récente. On va voir une photo suite à ce tremblement de terre qui a secoué sérieusement une partie de la Syrie et de la Turquie. On parle de dizaines de milliers de morts, même si évidemment le bilan est encore inconnu. On pourrait avoir encore plus de morts dans les jours qui viennent. Comment vous réagissez à ce nouveau drame qui touche la région, Monseigneur ? On est saisi par la douleur que vit le peuple syrien. Bien sûr, c'est terrible en Turquie aussi, c'est évident. Mais en Turquie, l'aide internationale a pu arriver, comme en pareil cas, avec une certaine puissance, certaine efficacité. En Syrie, pour des raisons politiques, l'aide n'arrive pas. Et les Syriens sortent de 10 ans de guerre civile. Il ne faut pas l'oublier, c'est un drame sur un drame. Atrocement souffert. Au terme de ces 10 ans de guerre civile, nous avons décidé de sanctions économiques, les États-Unis et l'Union européenne, contre le peuple syrien, qui le fait également souffrir. C'est le principe des sanctions économiques. Et donc, au milieu de cet océan de souffrance, ce tremblement de terre, vraiment, on peut de temps en temps avoir envie de crier la colère vers le ciel. C'est des souffrances qui viennent encore accabler davantage ce peuple extrêmement éprouvé. Alors vraiment, nous pensons à eux chaque jour et nous devons être dans une compassion incroyable pour ce peuple martyrisé. Et pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, comment on peut faire pour les aider en ce moment, très concrètement ? Nous avons identifié 17 lieux d'inspiration chrétienne à travers la Syrie, des lieux comme les Jésuites, comme les Maristes bleus, comme d'autres encore, et qui aident la population dans son ensemble. Les lieux sont chrétiens, mais ils servent tout le monde. C'est les important. chrétiens, les musulmans, etc. Et donc nous allons essayer d'acheminer l'aide vers ces 17 centres. Dès le soir même, nous avons pu être sur place. Nous avons acheminé déjà 5000 couvertures, qui est une goutte d'eau. Enfin, quand on a froid, parce qu'il fait très froid en Syrie en ce moment. Donc ces 17 lieux vont pouvoir, sous la responsabilité des évêques du nord de la Syrie, donner de l'aide, distribuer de l'aide. Très bien, c'est entendu, c'est important. La guerre, on l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Payet, débuté il y a un an en Ukraine, cette fois autre pays touché par l'horreur. J'aimerais qu'on commence avec une citation qui date d'il y a un an, justement juste après le déclenchement de cette guerre. Celui qui fait la guerre oublie l'humanité, il ne regarde pas la vie concrète du peuple, mais fait passer les intérêts partisans et le pouvoir avant tout. C'est ce que disait le pape François il y a un an, c'est
encore vrai, mais j'ai envie de dire, on se rend compte, un an après, l'horreur de la guerre, ce que c'est, ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Absolument. Celui qui a voulu la guerre, c'est le gouvernement russe. Je ne dirais pas le peuple russe, parce que... Il faut faire la nuance, c'est important. C'est très important de faire la nuance, et nous attendons peut-être du peuple russe un sursaut de conscience et de réaction. Mais le peuple ukrainien n'a pas voulu cette guerre. Les Ukrainiens ne voulaient pas mettre un pied en Russie. Ils n'agressaient personne, ils ne menaçaient personne. Le peuple ukrainien veut faire la paix. Donc quand on dit les deux pays sont en guerre, c'est vrai. Mais il y en a un qui est à l'origine de cette guerre. Le peuple ukrainien voulait se développer de manière pacifique pour rejoindre les valeurs fondamentales qui sont celles de nos pays occidentaux, la liberté, le pluralisme, la liberté de conscience, la liberté d'expression, le fait de pouvoir construire sa vie, de pouvoir construire son foyer, sa famille. Et c'était vraiment des pacifiques, des pacifistes, les Ukrainiens. Il n'y avait pas de volonté de guerre chez les Ukrainiens. C'est important de le rappeler. Alors, il y a eu une explosion de solidarité en France et en Europe, il y a un an, au moment du déclenchement de cette guerre, qui nous a tous choqués, évidemment, avec 7 millions d'Ukrainiens accueillis dans les pays européens. Je vous propose tout de suite, Monseigneur, d'aller dans la ville de Senlis, qui a un lien historique avec l'Ukraine. Depuis un an, la population est mobilisée pour accueillir ces nombreux déplacés ukrainiens, et ça fait du bien à voir. Regardez. Elle est le visage d'une longue amitié franco-ukrainienne. Voici Anne de Kiev, reine de France par son mariage avec Henri Ier. C'est ici, à Senlis, qu'elle fonde une abbaye, aujourd'hui lycée. Lycée qui accueille depuis un an ses compatriotes déplacés, comme Katerina, 16 ans, en première STMG. J'aime bien les profs, ils sont très gentils. Ils peuvent t'aider si tu ne comprends pas quelque chose. C'est pareil avec les étudiants. L'investissement. Ensuite. En Ukraine, ça c'est vraiment très dur et c'est compliqué. On ne sait pas quand ça sera arrêté, tout ça. Et donc je dois commencer à faire ma vie ici. Nous, on a répondu favorablement à la demande d'accueillir des lycéennes dans notre établissement. Donc chacune participe à la hauteur de ce qu'elle peut apporter pour contribuer évidemment au financement de la scolarité. L'idée pour nous, ça a été aussi de mettre en place des cours de français langue étrangère. La solidarité, elle n'est pas que moi, chef d'établissement, mais de tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre cet accueil. Parmi eux, Terre d'Ukraine, une association née du conflit qui a aidé jusqu'à 180 déplacés accueillis à Senlis. On est assez fiers parce que les familles qui ont accueilli depuis bientôt un an n'ont jamais lâché en fait. Certains commencent à essayer d'être indépendants, de trouver du travail, commencent à vraiment apprendre très sérieusement le français. D'autres sont aussi dans la construction, mais vraiment plus à court terme, parce que l'objectif quand même de la majorité, il faut le dire, c'est de rentrer. Exception faite de Katerina. Elle aimerait apprendre ici son futur métier, pâtissière. Alors, elle s'accroche en classe, encouragée par la famille chez qui elle a trouvé refuge. Ça va et toi? Bien. Avec sa sœur et sa mère les 6 premiers mois. Moi, j'ai 20 en management. 20? Ouais. C'est cool, c'est bien. Ouais. Ok, cool. Il est comme mon père. Vraiment, moi, je l'aime. Et ils sont aussi pour moi comme famille, ma deuxième famille. Et moi, je suis très contente. Ils savent, s'ils ont besoin, ils peuvent compter sur nous. Mais pour l'instant, ils se débrouillent très bien toutes seules. Elle vient nous voir de temps en temps ici à la crêperie, nous faire un petit bisou. Voilà. Katerina et sa famille sont également soutenues par l'association Terre d'Ukraine qui continue sa mobilisation. Du soutien matériel à l'aide psychologique, les besoins changent au fur et à mesure que le conflit perdure. C'est chouette. C'est difficile pour elle d'accepter qu'il n'y ait pas de date de retour. Donc, il y a encore plus besoin d'écoute. Il faut atterrir vraiment et envisager l'avenir. Et c'est pas facile du tout. Donc, on est là aussi pour ça, pour les aider à affronter ça. Un moral à soutenir, une générosité à maintenir. Tout le monde se lasse, aussi bien les Ukrainiens dans la longueur d'être ici que les Français. Mais on y croit, on a encore des collectes qui s'organisent une fois par mois.
Donc voilà, il faut que les Français tiennent dans la longueur, comme les Ukrainiens. On gagne ensemble cette guerre. J'aimerais vous faire réagir sur ce qu'elle vient de dire. On gagne ensemble cette guerre. En quoi ce qui se passe en Ukraine, très concrètement, nous concerne? Parce qu'on l'entend aujourd'hui en France, 1 an après le début du conflit. Bon, c'est pas vraiment notre guerre. Pourquoi on devrait être plus sensible à celle-là qu'à une autre? D'abord, il y a une question un peu géographique. L'Union soviétique nous a fait croire que l'Europe de l'Est, ça commençait avec l'Allemagne de l'Est, avec la Hongrie, etc. En fait, ça c'est l'Allemagne de l'Ouest encore. C'est l'Europe de l'Ouest. L'Ukraine, c'est l'Europe centrale. Ça, c'est important. Ça change tout. Regardons une carte avec un décimètre pour voir mesurer les kilomètres. Hein. Nous sommes en Europe centrale avec l'Ukraine. Et l'Ukraine se bat parce qu'elle a choisi des valeurs. Et c'est ça qui menace la Russie. Pas la Russie, monsieur Poutine. Ce sont les valeurs vers lesquelles l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, veulent se tourner. C'est cela la menace. Ce sont les valeurs. Et les valeurs que nous partageons. On n'est pas des saints, on ne les réalise pas toujours, mais ce sont ces valeurs, encore une fois, de liberté, de respect de la personne. On voit bien comment Wagner et d'autres pantins du même style mésestiment la vie humaine. Voilà. Pour nous, la vie humaine, c'est quelque chose de fondamental. Et l'Ukraine, certes, se bat, certes, il y a des morts, mais a le souci de la vie humaine du soldat. Alors, on ne voit pas des vagues. C'est ça qui nous lie avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est un combat de valeurs. C'est pas simplement parce qu'on voit bien, la Russie, elle n'a pas besoin de surface, c'est le plus grand pays du monde, le territoire russe est énorme. Donc, c'est pas pour des kilomètres carrés qu'intervient la Russie. C'est parce qu'elle a peur des valeurs que véhicule l'Ukraine. Alors après ça, certains pensent que Poutine est le défenseur des valeurs chrétiennes. Il y a quelques personnes encore qui le pensent de moins en moins, Dieu merci. Mais les gens qui le pensent n'ont jamais discuté avec les Ukrainiens. Donc, regardons que l'Ukraine se bat pour des valeurs et que c'est cela qui fait peur. La guerre a commencé il y a 1 an. On voit ces déplacés qui sont encore dans les pays européens, en France, à Senlis par exemple. On l'a vu dans ce reportage. Est-ce que, comme la guerre dure, il y a un risque de lassitude un peu dans l'aide qu'on peut apporter à ces déplacés notamment? Bien sûr. Mais comme vous avez évoqué Anne de Kiev, juste un mot. Le Kiev est devenu chrétienne au IXe siècle. Oui. Moscou a commencé à être construite à la fin du XIIe siècle. Alors quand on dit, mais en fait l'Ukraine est russe, il y a quand même un petit problème historique. Enfin, passons sur ce sujet. Je voudrais d'abord rendre hommage aux Français. La France est un pays formidable, mais il n'y a que les Français qui en doutent. La France est un pays formidable. Merci de le rappeler, ça fait du bien. Et nous avons des tas de possibilités, et notamment le peuple français est extrêmement généreux. Toutes les associations caritatives qui vivent des dons des Français peuvent en témoigner. Et c'est le cas avec les Ukrainiens encore 1 an après. Dans cette période économiquement difficile, socialement difficile en France, les Français montrent une générosité remarquable et un sens des initiatives. Donc c'est extraordinaire de voir cette association à Senlis qui s'est mobilisée pour l'accueil des Ukrainiens. Il y a de très nombreuses associations, et nous nous en réjouissons, qui se sont montées pour accueillir ces Ukrainiens. Et ces déplacés ont besoin de quoi aujourd'hui? Alors, maintenant, ces personnes, les gens qui se sont réfugiés chez nous me faisaient vraiment penser au visage que moi j'ai rencontré quand je voyais les chrétiens qui étaient chassés par Daesh en Irak. C'est-à-dire des gens qui en une matinée ont perdu leur maison, une matinée ont perdu leur vie, leur projet, parfois un membre de leur famille, et qui sont là, qui sont perdus, qui ont un regard, où est leur avenir? Vous avez des gens qui, dans l'ouest de l'Ukraine, ont dormi dans des gymnases, à même le sol, etc. Des vies perdues, des vies détruites. C'est cela aussi la guerre. Il y a les morts, il y a les blessés, mais il y a les vies détruites. Il y a les familles qui n'ont plus aucun repère pour leur avenir. Et ça n'a pas duré 2 mois en plus, donc ça dure. C'est donc ces gens qui sont en France. Il faut d'abord leur redonner la possibilité de se reconstituer, de regarder à nouveau leur vie, de regarder leur avenir. Alors après ça... Et leur avenir en France ou en Ukraine? Il y a la question du retour. Je veux dire, tant qu'on est dans l'incertitude de ce qu'est l'Ukraine actuellement, c'est très difficile, et je le comprends bien, pour des familles de réfugiés, de savoir s'il faut envisager un retour en Ukraine ou pas. Oui, on parle d'une recrudescence du conflit. Une mère de famille avec des enfants va dire, mais est-ce que je reviens dans le pays
où c'est dangereux, parce qu'il y aura une recrudescence des conflits, et je vais gêner, puisque on sera obligé de s'occuper de nous, et pendant ce temps-là, on n'essaye pas de se défendre. Donc ils sont dans l'incertitude. Qu'est-ce que vous leur conseillez, on brise l'idée d'un futur, non-futur. C'est ça qu'on a cassé pour ces gens. Et donc, moi je crois que ce sont des gens qui sont très attachés à leur pays. Alors certains, évidemment, voyant notre mode de vie, dont je redis que s'il est très bon de vivre en France, sont tentés de construire leur vie en France. C'est tout à fait compréhensible. Est-ce que ce sera toute leur vie? Je ne sais pas. Mais dans l'immédiat, pour les années qui viennent, essaient de s'établir en France. Parce que ce sont des gens qui sont travailleurs, ce sont des gens qui ont des initiatives, ce sont des gens intelligents. Ils ne veulent pas simplement être là à attendre que des subventions leur tombent du ciel. Ils veulent construire leur vie, vous l'avez dit. Voilà. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer... Pour beaucoup d'entre eux en ce moment en Ukraine, ils disent, bon, mais qu'est-ce que je vais faire en France? Je dois faire quelque chose. Alors, c'est les études, c'est l'apprentissage du français qui est extrêmement compliqué, etc. Mais alors, après ça, que sera l'Ukraine de demain? Moi, je suis convaincu que l'Ukraine, d'abord, doit gagner cette guerre. C'est absolument essentiel. Mesurons ce que ça veut dire si une puissance nucléaire qui agresse un pays voisin qui n'a pas la force nucléaire peut retirer un gain de son agression. Qu'est-ce que ça va ouvrir dans le monde? Voilà. Donc je suis convaincu que l'Ukraine va gagner cette guerre et qu'on va reconstruire l'Ukraine. Donc il faut redonner un espoir pour l'Ukraine. Et dans cette période de reconstruction, les Ukrainiens devront contribuer à la reconstruction de leur pays et la communauté internationale également. Notre rôle à chacun, en tant que chrétien et femmes et hommes de bonne volonté, c'est de leur dire il y a de l'espoir. C'est peut-être ça aussi. C'est toujours la même chose. C'est l'espoir qu'il faut reconstruire. Et oui, c'est vrai pour nos amis syriens avec le tremblement de terre, c'est vrai pour nos amis arméniens avec le drame du Haut-Karabakh qui ne voient plus d'espoir, plus de futur. L'Arménie aussi, en effet. Ouais. C'est vrai pour les Palestiniens, c'est vrai pour les Éthiopiens, c'est vrai pour les Érythréens. Dans toutes les zones, la zone où on travaille avec l'œuvre d'Orient, notre principal défi, c'est de redonner l'espoir. Et pour un chrétien, l'espoir, c'est évidemment quelque chose de très précis. Et on voit bien que les chrétiens, dans leur foi, ont des ressources d'espérance que parfois les autres ont moins. Globalement. Et chez les chrétiens, il y a évidemment la force de la prière. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Monseigneur, je vous propose de rencontrer une bénévole de l'œuvre d'Orient, justement. Elle s'appelle Marie-Hélène. Elle participe à l'opération Chaîne de lumière. Pendant le carême, les catholiques de France sont invités à allumer une bougie accompagnée d'une prière pour l'Ukraine. Opération qui a commencé à la Chandeleur pour certaines et certains. Regardez ce reportage. Je m'appelle Marie-Hélène de Thoisy et depuis longtemps je m'intéresse aux chrétiens d'Orient et maintenant j'aide l'aide d'Orient de tout mon cœur quand je peux. J'avais invité mes amis pour une partie de crêpes et puis l'œuvre d'Orient m'annonce cette grande campagne de bougies de prière. Alors elles sont conditionnées en 2 très gros cartons, ça faisait 19 kilos l'ensemble. Je suis vraiment très contente que cette fête, qui s'annonçait un peu païenne, tout d'un coup ait pris cette dimension. C'est une fête entre amis, mais c'est en plus un moment grave qu'on va partager ensemble pour nos frères en communion de l'Ukraine. On va lire une prière, qui est une prière qu'a dite le pape François, en faveur de la paix en Ukraine. Seigneur, entends notre prière. Ouvre nos yeux et nos cœurs. Infuse en nous le courage de construire la paix, afin qu'avec persévérance... Et Dieu sait si l'Ukraine est au cœur de nos tourments à l'heure actuelle, combien nous pensons à eux, combien nous savons à quel point ils souffrent. Et que le peu qu'on peut faire, mais en particulier la prière, eh bien, c'est déjà ça de fait, quoi. Quand on est un chrétien, on apporte à la fois ce qu'on peut, bien sûr, mais un soutien logistique ou matériel, mais aussi un soutien spirituel. Les chrétiens qui sont là-bas, ils attendent notre soutien spirituel. Ils attendent que nous ne soyons pas indifférents dans nos églises, comme s'il ne se passait rien. Et pour trouver un sens à l'avenir, c'est un immense espoir. Mais c'est important, l'espoir. C'est ce qui vous aide à supporter un présent consternant.
Et voilà pour cette belle opération. 20 000 bougies qui sont distribuées partout en France, dans les paroisses, établissements scolaires catholiques pendant le carême, pour prier pour l'Ukraine. Cette solidarité spirituelle, elle fait quand même du bien à voir. Elle est forte et elle est réelle. Non seulement la France est belle, mais l'Église de France est belle. Je rappelle que très vite, le président des évêques de France et le secrétaire général, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le père Hugues de Walmont, sont allés à Kiev rencontrer les responsables de l'Église à Kiev. On en a peu parlé par discrétion, mais c'était très important. Elle est très belle, l'Église de France, et grâce à vous, je crois que beaucoup de gens chaque semaine découvrent que l'Église est belle. En tout cas, il se passe aussi de très très belles choses dans l'Église, c'est certain. Il se passe de très belles choses dans l'Église. Là, c'est le cas. Il y a un soutien spirituel, elle le dit comme ça, Marie-Hélène, d'ailleurs. Oui, et puis les bénévoles de l'œuvre d'Orient sont très beaux aussi, soit dit au passage. Mais oui, nous, ce qu'on souhaite, c'est le lien spirituel entre les chrétiens de France et les hommes de bonne volonté en France et les chrétiens d'Orient, soit au Moyen-Orient, soit en Europe de l'Est. Et donc, c'est d'abord cela. C'est pour ça que je suis directeur de l'œuvre d'Orient. Un laïc ferait certainement beaucoup mieux que moi ce que j'essaye de faire. C'est quoi ces spécificités, justement, très La communion spirituelle. Ouais. Nous avons besoin de prendre les dimensions de l'Église, qui n'est pas que l'Église latine, qui n'est pas que l'Église occidentale, qui est une Église vraiment catholique. La catholicité de l'Église catholique, ça aussi c'est très beau. N'oublions pas que les textes qui chaque dimanche sont proclamés à la messe le jour du Seigneur, le monde entier proclame la même parole de Dieu. Et c'est extraordinaire. Quelle est l'instance au monde qui fait dire et proclamer les mêmes textes spirituels le même jour dans tant de pays, et notamment en Ukraine, nous avons là des frères et des sœurs que nous avions peut-être un peu oubliés. Il faut reconnaître que durant la période communiste, soviétique notamment, il y avait nos amis de l'aide à l'Église en détresse, par exemple. Mais sans ça, il n'y avait pas énormément de gens qui avaient le souci de la communion avec ces chrétiens de l'autre côté. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens, bon, largement orthodoxes, même s'il y a une bonne minorité catholique, ils sont sensibles à ce soutien spirituel des Français, par exemple, aujourd'hui, en cette période vraiment troublée? Alors, peut-être pas tant que cela, mais ils sont en train de le découvrir. Mais vous évoquez les catholiques, je voudrais quand même mentionner l'Église gréco-catholique ukrainienne. 8% de la population, c'est une minorité. Elle est parfaitement consciente, parce qu'elle a payé de sa vie cette communion catholique. Autrement dit, jusqu'en 1990, c'est hier, cette Église était rayée de la carte. Rayés de la carte. La plupart des évêques, sauf un, ont été massacrés. De nombreux prêtres ont été massacrés. Et les évêques actuels de cette église gréco-catholique, ils ont été baptisés dans la clandestinité, pendant la période communiste. C'est la grand-mère qui les a baptisés dans la salle de bain de l'appartement. C'est une histoire voilà ce que sont les évêques de cette église gréco-catholique. Alors eux, ils sont très conscients de la communion, notamment avec l'église de France. On voit des horreurs en ce moment en Ukraine. On découvre vraiment pleinement les horreurs de la guerre. Est-ce que vous êtes quand même optimiste pour la suite de ce conflit, pour la résolution de ce conflit? Écoutez, ça appartient aux politiques, ça appartient aux diplomates, mais j'ai mon point de vue. Vous êtes un homme de foi, un homme de cœur et un homme de raison. Moi, je crois vraiment que cette agression de la part du gouvernement Poutine est inacceptable. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des problèmes, mais il y avait d'autres moyens de les régler. Encore une fois, il n'y avait aucune menace. Enfin, l'OTAN ne menaçait pas la Russie. Si la Lituanie et les autres pays baltes ont voulu rejoindre l'OTAN, c'est parce qu'ils avaient peur d'être agressés. Ils cherchaient un parapluie. Vous comprenez, si l'OTAN voulait attaquer la Russie, elle n'a pas besoin de s'approcher des frontières. On a des moyens d'attaquer un pays de loin. Donc il n'y avait aucune attaque. Et donc, pour moi, la solution, c'est véritablement le retrait des forces russes. Et je crois que le pouvoir russe s'est déconsidéré. Et donc j'attends, et je prie pour cela, j'attends un sursaut du peuple russe qui, de plus en plus, va prendre conscience qu'il est conduit dans une impasse, qui se retourne contre la Russie. Parce que ces centaines de milliers de morts russes, ça nous brise le cœur aussi, je veux dire, c'est terrible. Il ne faut pas les oublier, les Russes. En tout cas, merci de conclure cet entretien. On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais c'est vrai qu'on peut aussi soutenir le peuple russe par la prière, notamment. Ce sera et c'est important. Aussi un peuple victime de cette affaire-là. Il ne faut pas l'oublier.
Merci Pascal Golnisch. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de l'œuvre d'Orient. Vous restez avec nous puisque l'émission se poursuit avec la culture. La culture, c'est important. Et chez nous, vous le savez, elle est si bien représentée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour Monseigneur. Alors, bonjour à tous. On continue de parler de l'Ukraine à travers plusieurs expositions de photographes ukrainiens en France. Voilà, alors c'est une initiative du réseau Diagonal. Le réseau Diagonal, c'est un réseau qui soutient la création photographique et qui donc met à l'honneur en ce moment une vingtaine d'artistes ukrainiens un petit peu partout en France à travers donc plusieurs expositions. Alors c'est des photos qui ne racontent pas forcément la guerre puisque beaucoup de ces photos ont été prises avant la guerre. Ce sont tout simplement des regards différents sur l'Ukraine, comme par exemple celui de la photographe Elena Subak qui, elle, a choisi de travailler sur les liens entre les jeunes et leur grand-mère. Elle est exposée à Toulouse. Maxime Donduc, lui, a couvert le conflit du Donbass en 2014. Il est parti avec les pro-russes, mais aussi avec l'armée ukrainienne. Il a été des deux côtés et il a photographié des lieux dévastés et des paysages désolés. C'est une série à retrouver à Chartres de Bretagne. Et puis, moi, j'ai eu un coup de cœur pour la série intitulée Ukraine 6 ans avant. Ce sont des photos d'Oksana Parafeniuk. Et moi, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette série. C'est une série qui est exposée à Marseille. Voilà, donc des expositions qui vont tourner un petit peu partout en France jusqu'à fin 2023. Actuellement, vous pouvez les retrouver dans 3 lieux. Au Carré d'Art à Chartres de Bretagne jusqu'au 8 mars, au Laboratoire Photon à Toulouse jusqu'au 4 avril et enfin au Centre photographique de Marseille jusqu'au 15 avril. Et Monseigneur Constance a raison de nous montrer la vie en Ukraine avant la guerre, en fait. Ça crée un lien. Hein. Bien sûr. Tout à fait. Constance, on reste en Ukraine avec un livre qui nous plonge dans le Kiev de 1919. Voilà, alors c'est un livre, moi, dans lequel je me suis immédiatement plongée l'oreille de Kiev, même s'il est un petit peu étrange, vous allez comprendre pourquoi. On est au carrefour entre le roman policier et le roman historique. Il y a une touche de fantasmagorique et d'absurde, et c'est un livre qui nous emmène dans une Ukraine en guerre, mais celle de 1919. Alors on est, je vous le rappelle, au lendemain de la révolution russe. L'Ukraine est en train de tomber sous le joug soviétique et le héros, Samson, vient de perdre son père qui a été tué par les Cosaques, lesquels Cosaques lui ont aussi coupé une oreille. Samson se retrouve enrôlé dans la milice bolchevique qui lutte contre les nationalistes ukrainiens et il a rangé son oreille dans une boîte et il se rend compte en fait que son oreille continue à lui rapporter tout ce qu'elle entend. Ce sera une aide très précieuse pour lui dans les enquêtes qu'il va mener. En parallèle, Samson tombe amoureux de la pétillante Nadejda. Alors la force de ce roman, la force de l'auteur Andrei Kourkov, c'est vraiment la manière dont il arrive à nous retranscrire toutes les ambiances chaotiques de cette Ukraine en pleine guerre civile. On est vraiment dans ces rues en proie à l'insécurité et au pillage. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ce roman nous permet de regarder en arrière, de nous plonger en fait dans l'histoire de l'Ukraine. Et moi, je trouve que c'est très précieux pour comprendre la situation actuelle et bien d'avoir tout cet éclairage. L'oreille de Kiev d'Andrei Kourkov, un roman fabuleux et c'est publié aux éditions Liana Lévy. Et c'est vrai qu'on connaît mal l'histoire de l'Ukraine, Monseigneur. Oui, et dès 1920, l'œuvre d'Orient a agi pour l'Ukraine, qui était déjà martyrisée, ce qu'on appelle l'Holodomor. Hein, c'est quand même des centaines de milliers de morts par la famine qui ont été organisés. Et c'était pas contre les nationalistes. Hein, c'était que même les communistes ukrainiens ont été tués par les communistes russes. Une forme de génocide. C'était vraiment une forme de génocide.